mention très honorable avec les... mon CV. Bon, master d'études anglophones. Enfin, et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez écrit des ouvrages, La mairie de Farquhar en 2015. Vous avez écrit aussi sur un autre, Louis Anderson, un autre cinéaste que vous appréciez. Il y a ces deux livres, il y en a un autre aussi, La culture italo-américaine à l'écran. Je ne sais pas, il est sorti. C'est un ouvrage collectif, oui. Vous avez écrit également différents articles, les chapitres, différents articles. J'ai vu que votre thème de recherche, c'est sur le cinéma américain, essentiellement contemporain. Il y a l'histoire culturelle, sociale et politique des États-Unis. Vous êtes l'auteur de deux monographies que je viens de citer, sur les frères Cohen et Wes Anderson, qui privilégie une approche pluridisciplinaire, à la croisée entre l'esthétique du cinéma et les autres arts, la sociologie et l'histoire. Vous vous intéressez aussi à la représentation des mythes, folklore et régionalisme américain, ainsi qu'à la réécriture de l'histoire des États-Unis dans les films hollywoodiens et indépendants. Vous étudiez également la résurgence d'intertextes picturaux, peintures, photographies au sein de ces films, dans la perspective de mettre au jour le mythe visuel de l'Americana, reflet des crises de la représentation, des mythes fondateurs, dont vous parlez dans votre livre, au cours de l'histoire du cinéma américain. En parallèle, vous vous intéressez également à l'héritage Nouvelle Hollywood dans une perspective historique et politique. Votre nouveau sujet d'étude porte sur la représentation de la classe ouvrière dans les films se déroulant en Pennsylvanie. Voilà, en gros. Si ce que je voulais dire aussi, c'est que vous êtes co-directrice de l'équipe Praxis et Esthétique des Arts. Peut-être que vous en parlerez. Tout à fait. Alors, je suis maître de conférence en civilisation américaine et cinéma. Donc, merci Guy. Devant le micro. Je vais juste lire la quatrième de page, si vous voulez. D'accord, ok. Donc, ce soir, la thématique, c'est la cancel culture, tout le monde l'a compris, des États-Unis à la France. Alors, donc, partant de paradoxes ontologiques qui s'expriment dans l'oxymore constituant son nom, très en phase avec les réseaux sociaux et considérant une volonté sous-jacente de réviser l'histoire, et cet ouvrage envisage la cancel culture dans le contexte de l'histoire des États-Unis. Il propose de revenir sur l'origine afro-américaine de ce terme et du concept woke, pour en expliquer les stigmates dans la société américaine et son inclusion dans le débat politique en France. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guy. Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être ici pour parler donc de la cancel culture. Il y aura des anglicismes ce soir, donc je vous préviens que j'expliquerai certains mots en anglais et certains concepts, donc dont le mot woke que Guy vient juste d'utiliser. Donc, l'objectif de cette présentation est de vous expliquer comment ce concept de cancel culture, qu'on voit beaucoup dans les médias français, a une origine américaine et a une origine autre que ce qu'on en a fait aujourd'hui dans les médias français et ce que les politiciens en particulier en ont fait. Donc, je vais revenir sur l'histoire des États-Unis et sur l'origine du concept, ainsi que sur l'origine donc du woke, du wokisme, qu'on a francisé en wokisme, mais qui à l'origine s'emploie en anglais avec le terme woke. Donc j'ai intitulé cette présentation à la cancel culture traverse l'Atlantique, donc censure de gauche ou épouvantail de droite, pour bien mettre l'accent sur l'utilisation politique de ce concept. Alors, je vais quand même commencer par expliquer que cancel culture, c'est quelque chose qui a été créé par les médias. Donc ça n'est pas une théorie universitaire, ça n'est pas un concept qui a une assise scientifique universitaire. Donc il faut la reprendre dans son contexte. Son contexte, c'est un terme, un courant populaire qui a été médiatisé et qu'on a nommé cancel culture dans les médias. Alors, pour commencer, définition de cancel culture et de wokisme aux États-Unis et en France.
Donc les origines sémantiques du concept viennent de l'argot noir américain, donc les Afro-Américains ont commencé à utiliser le mot cancel pour se plaindre de choses qu'ils n'avaient pas envie de voir apparaître dans les réseaux sociaux en particulier. Donc la culture populaire a utilisé le terme « you're cancelled », je t'annule, quand à un moment donné, certaines personnes pensaient que on dépassait les bornes, certains propos étaient irrespectueux, et en particulier des propos touchant à l'ethnicité, des propos touchant aux orientations sexuelles, etc. Donc ça s'est développé plutôt dans les années 2010 et à travers les réseaux sociaux. Donc il y a eu une accélération du phénomène à travers des réseaux sociaux tels que Twitter, tels que Facebook, où on voyait fleurir des propos insultants, donc qu'il était nécessaire de contrôler. Donc on voit souvent lié au concept de cancel culture le terme en anglais accountability. Accountability, donner des comptes. Donc en fait, la cancel culture, c'est un phénomène qui demande aux auteurs de certains propos de s'expliquer, de donner des comptes. Particulièrement pour des propos offensifs et donc, je le disais, liés à l'ethnicité, au genre, à l'orientation sexuelle. Le terme woke est un peu différent, puisque le terme woke a des origines plus anciennes. On emploie le terme woke dans les années 40, donc là, le premier emploi, c'est un poème écrit par un Afro-Américain qui engage les Afro-Américains à rester éveillés. Donc woke, c'est être éveillé, être attentif à ce qui se produit autour d'eux, pour ne pas être spolié, pour ne pas continuer à être exploité ou à être discriminé. Donc woke, au final, c'est une faute d'anglais, puisqu'on dirait woken, éveillé, mais on l'emploie de façon argotique. Le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60 va continuer à utiliser ce concept de woke en mettant en garde sur les spoliations, en particulier en particulier envers les Afro-Américains. Dans la culture populaire, on reprend cette idée de woke. J'ai un exemple là de Erykah Badu, qui est une artiste afro-américaine très connue, une chanteuse de soul, qui, dans une de ses chansons, dira « I stay woke », je reste éveillée. Et ça date de 2008, donc de plus en plus dans la culture populaire, le rap, la soul, on va voir ce terme de woke continuer à être employé pour éveiller les consciences. Il est lié de près aussi au mouvement Black Lives Matter, qui commence à se développer en 2014, après le meurtre de deux jeunes Afro-Américains, et le mouvement MeToo suite aux abus sexuels de Harvey Weinstein en 2017. Donc, le terme cancel culture et le terme woke sont liés à l'idée de demander des comptes pour des propos diffamatoires, pour des propos insultants aux États-Unis. En France, on a un équivalent dans la culture populaire de cancel. Je te zappe, je ne te calcule pas, je t'élimine de mon réseau, de mon réseau proche, de mes réseaux sociaux. Donc en fait, l'idée d'annuler quelqu'un peut paraître brutale, mais est liée de près aux réseaux sociaux et à Internet, à la culture Internet. Donc le fait d'annuler, c'est lié vraiment en particulier à un langage informatique, quelque chose qui me dérange, je l'efface, je l'annule, je l'enlève. D'accord ? Et il y a l'idée de priver une personne de son réseau social, de priver une personne de sa visibilité sur les réseaux sociaux, donc de bannir en fait, en annulant. On a également en France un équivalent de MeToo, on a hashtag balance ton porc d'abord, et puis après quelques déclinaisons de ce hashtag, et qui est lié d'abord à l'idée de donner l'alerte, de dénoncer. Et donc, ce qu'on oublie un peu
quand le terme cancel culture et quand le terme woke vont être très médiatisés et instrumentalisés d'un point de vue politique, on oublie qu'à l'origine, il s'agissait de donner l'alerte, de dénoncer des propos graves et des actions répréhensibles. Donc très rapidement en France, ces concepts vont avoir une connotation très négative. Et notamment par la francisation du mot, on transforme woke en wokisme. Wokisme qui donne l'impression que les gens qui dénoncent sont tous de concert, d'accord, les uns avec les autres pour monter une sorte de cabale ou une sorte de censure. Donc la transformation de woke en wokisme va dénaturer le terme d'origine. La dénonciation de propos sexistes, homophobes, racistes va très vite être assimilée, dans certains médias, en particulier les médias de droite, à de la censure de gauche. Donc de la censure de gauche, pourquoi ? Parce que traditionnellement, on dira que la gauche va défendre la cause des minorités, la cause des homosexuels, et donc certains diront qu'il s'agit de censure de gauche. Et évidemment, quelqu'un comme Laure Murat, qui a écrit un ouvrage sur la cancel culture avant moi, qui annule quoi, dira que le terme censure n'est pas approprié pour parler de cancel culture. Il ne s'agit pas d'une censure, puisqu'il ne s'agit absolument pas d'un État qui va imposer une idéologie ou empêcher une idéologie de se répandre. Il s'agit d'une annulation populaire, et qui ne vient pas de l'État, qui ne vient pas d'une institution. Donc, le problème qui va être lié à la cancel culture sera en particulier le problème d'un bannissement total d'une personne qui aura abusé de son droit à communiquer en insultant ou en diffamant certaines catégories de personnes, et également pouvant mener à du harcèlement. Et je pense que c'est en fait la cancel culture en France est très liée à l'idée de harceler, l'idée de pousser quelqu'un à retirer ses propos, à insister pour que ses propos soient retirés des réseaux sociaux, ou insister pour que cette personne ne soit persona non grata dans les réseaux sociaux. Aux États-Unis, c'est une question qui est très liée à l'histoire des États-Unis. Enfin, non, les États-Unis, la cancel culture est liée à l'histoire des États-Unis. Elle est liée en particulier au Parti républicain et à la droitisation de ce Parti républicain, donc, qui date des années 60. Donc, on va regarder un petit peu, faire un point sur l'histoire des États-Unis. Et cette droitisation du Parti républicain va correspondre aussi à une montée de la colère des minorités. Donc, il va se produire une polarisation autour du mouvement des droits civiques. Donc, le mouvement des droits civiques se développe au milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60, demandant l'égalité des races. Aux États-Unis, on dit race, et en particulier en demandant la déségrégation des États du Sud. Vous savez que les États du Sud ont pratiqué la ségrégation jusqu'en 1964. Donc jusqu'en 1964, les blancs et noirs étaient séparés dans les États du Sud. Dans les années 60 en particulier, un politicien du nom de Barry Goldwater, qui était un conservateur républicain, refuse de signer le Civil Rights Act, donc, qui marque la déségrégation des États du Sud. Le Civil Rights Act sera passé par Johnson, le président Johnson, qui a suivi Kennedy. Mais Barry Goldwater, qui est le candidat républicain à l'élection de 1964, lui va dire, il soutenait le mouvement des droits civiques, mais refuse de signer le Civil Rights Act. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut essayer d'attirer des nouveaux électeurs dans le Parti républicain, en particulier des démocrates du Sud qui étaient pro-ségrégation. C'est pas moi qui raconte ça, c'est Eugene Dion, qui a écrit un ouvrage intitulé When Right Went Wrong, quand la droite s'est trompée, publié en 2016, et qui va faire remonter donc cette polarisation entre le Parti républicain et le Parti démocrate au sujet en particulier des droits civiques aux années 60 et à cette décision de Barry Goldwater. Suivant Barry Goldwater, un personnage que vous connaissez qui est Richard Nixon.
Donc Nixon devient président en 1968 et lui, en 1969, va de façon décomplexée parler de majorité silencieuse. La majorité silencieuse sont, selon lui, ces blancs qui forment une majorité aux États-Unis, mais qui sont spoliés par le mouvement des droits civiques et par des minorités qui prennent le devant de la scène médiatique et qui les écrasent. Donc vous voyez à quel point le Parti républicain devient à ce moment-là le parti des blancs et le parti de cette silent majority, de cette majorité silencieuse. Évidemment, ça correspond également à la dissolution des démocrates du Sud, donc ça c'est ce que je vous racontais juste avant. À ce moment précis, donc en 68-69, les démocrates, le Parti démocrate devient le parti des minorités et n'est plus le parti des travailleurs en règle générale, ce qu'il était avant. Et le parti des élites intellectuelles qui défendent ces minorités. Donc vous voyez à quel point la polarisation qu'on trouve aujourd'hui aux États-Unis a ses racines dans les années 60. Au contraire, le Parti républicain, lui, va être le parti des Blancs, mené par Nixon à ce moment-là, puis ensuite par Reagan, qui va promouvoir le même genre d'idées. Le Parti des Blancs, en règle générale, qu'il soit riche ou pauvre. Avec quelques exceptions, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, au lieu d'avoir un clivage politique démocrate, travailleur et républicain, riche, PDG, homme d'entreprise, etc., vous allez avoir, en gros, en anglais, on dirait blue collar et white collar, l'école bleue et l'école blanc. Et bien, cette division, cette polarisation entre les deux partis va être beaucoup plus raciale. Il y a derrière tout ça la volonté de critiquer le politiquement correct, ce concept qui se développe dans les années 60 aussi et qui va imposer une obligation, entre guillemets, de mesurer ses propos quand il s'agit de s'adresser ou de parler des minorités, avoir un respect pour les minorités, un respect pour les femmes, un respect pour les homosexuels en règle générale. Donc tout ça, ça se développe dans les années 60. Mais cette critique du politiquement correct qu'adresse le Parti républicain au Parti démocrate dans les années 60 va être fortement reprise par Donald Trump et avant même qu'il se soit lancé dans l'élection présidentielle. Donc Donald Trump va inventer, entre guillemets, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais en tout cas il va promouvoir le concept de birtherism. Donc birtherism, ça vient de birth, qui est la naissance, et il consistera à remettre en question le lieu de naissance de Barack Obama. Donc en 2008, lorsque Barack Obama fait campagne pour devenir président, Donald Trump va remettre en question l'endroit, le lieu de naissance de Barack Obama en disant « il n'est pas né aux États-Unis, il n'a aucun droit de se présenter aux élections ». Ce mouvement va être suivi de près par le Tea Party, qui émerge en 2009. Et donc le Tea Party, c'est une faction politique qui appartient au Parti républicain et qui va s'engouffrer dans cette idée de remettre en question le lieu de naissance de Barack Obama. C'est pas l'unique idéologie du Tea Party. Le Tea Party est aussi un parti qui va dénoncer trop d'investissements de l'État fédéral, notamment pour le système de santé. Donc il va s'opposer à Obamacare, donc le système de santé créé par Barack Obama, etc. À nouveau, on a ce clivage de blanc contre minorité en colère. Donc blanc en colère, minorité en colère. Les deux commencent à dériver de chaque côté, d'où le terme polarisation, qui est un terme qui est de plus en plus employé. Donc ces minorités sont en colère également parce qu'on ne les représente pas, elles n'ont pas de représentation dans l'histoire des États-Unis. Donc elles se sentent en fait annulées. Et ce concept d'annulation, avant de l'appliquer à d'autres, ces minorités l'ont ressenti envers elles-mêmes. Donc ces minorités se sentent annulées de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que dans les livres d'histoire, on les représente mal,
et je ne parle pas que des Afro-Américains, je parle aussi des Asiatiques, je parle aussi de la communauté hispanophone, des Latinos, aussi, et encore plus même des Native Americans, hein, des Amérindiens, qui, eux, sont carrément absents de certains livres d'histoire. Donc ce manque de représentation va susciter la colère. Ce manque de représentation et également ces attaques répétées venant du Parti républicain et du Tea Party. Donc le manque de considération de ces minorités va entre autres les pousser à s'interroger sur l'existence de statuts sudistes dans le sud des États-Unis, donc des statuts de généraux sudistes commémorant la guerre de sécession et évidemment ces partisans de l'esclavage. Donc on peut considérer que ce mouvement qui a commencé aux États-Unis en 2015 d'essayer de se débarrasser de cette statue sudiste est une manifestation de cancel culture. On essaye d'effacer ces stigmates du racisme et de l'esclavage qui avaient lieu dans le sud des États-Unis. Donc il y a une forme en fait de révisionnisme historique. Révisionnisme au sens où l'entend l'historien américain James Banner, et pas au sens où nous on l'entend en France, parce qu'on a tendance à assimiler révisionnisme et négationnisme. Donc précisons que dans ce cas-là, le révisionnisme historique aux États-Unis consiste à réviser la façon dont l'histoire a été écrite, notamment essayer de réintégrer les minorités dans l'histoire des États-Unis, essayer de pallier à ces spoliations historique. Donc ça, c'est pour la partie historique. Il y a également une instrumentalisation politique et des facteurs qui vont accélérer la polarisation dont je vous ai parlé entre les démocrates et les républicains, entre cette censure de gauche, entre guillemets, et cet épouvantail de droite. Donc la cancel culture, le terme est largement péjoratif et devient de plus en plus péjoratif à mesure où la droite américaine va s'emparer de ce terme. En particulier Donald Trump, qui va l'utiliser à des fins politiques et notamment pour attirer un électorat de plus en plus de droite, donc, et même d'extrême droite. Ces suprémacistes blancs, dont on a beaucoup entendu parler sous la présidence Trump et qui se sont beaucoup manifestés, notamment de façon très choquante lorsqu'ils ont envahi le Capitole lors des résultats des élections en 2021, les élections de 2020 et cette invasion du Capitole qui a eu lieu en janvier 2021. Cette instrumentalisation de la cancel culture par Donald Trump consiste à dire que le déboulonnage des statuts n'est ni plus ni moins qu'une destruction du patrimoine historique américain. Donc on détruit notre patrimoine historique. D'accord, c'est des généraux sudistes, mais ils font partie de notre histoire, on ne devrait pas les détruire. Cette tendance participe de ce qu'on appelle un white backlash, un retour de bâton blanc, qui fait suite à la présidence Obama. Donc Barack Obama est resté président des États-Unis pendant 8 ans, c'est le premier président noir des États-Unis, et pendant sa présidence, le Tea Party prend de plus en plus d'importance. De plus en plus de groupes suprémacistes blancs vont œuvrer pendant la présidence Obama, et à la fin de la présidence Obama, Donald Trump est élu par ces gens en colère qui ont commencé à se faire entendre sous la présidence Obama, d'où le terme white backlash. En parallèle, un facteur qui accélère ce phénomène de colère des minorités, c'est évidemment les violences policières de plus en plus nombreuses, qui vise en particulier, vous le voyez sur ces chiffres-là, beaucoup plus la communauté afro-américaine que les blancs, beaucoup plus les hispaniques que les blancs également, si vous prenez les chiffres de façon proportionnelle. Donc là, c'est la proportionnalité qui compte. Donc ces chiffres sont pris du bureau du recensement des États-Unis, donc ce sont des chiffres officiels qui montrent à quel point les Afro-Américains sont plus touchés par les violences policières que les autres catégories de blancs. Donc évidemment, l'événement le plus marquant de ces dernières années, c'est l'assassinat de George Floyd par des policiers à Minneapolis en mai 2020,
qui va réellement mettre le feu aux poudres et donner encore plus de raisons au mouvement de Black Lives Matter de se plaindre du traitement des Afro-Américains aux États-Unis. Un autre facteur dont je n'ai pas encore parlé et qui est très important, c'est le facteur de majorité-minorité. Donc on parle beaucoup de majorité-minorité. C'est un phénomène démographique qui prévoyait en 2015, le Bureau du recensement, pour la première fois, fait des prédictions sur la démographie américaine et annonce qu'à l'aube de 2040, la population américaine sera majoritairement non blanche. Donc que la majorité blanche perdra en fait son statut majoritaire. Donc que la majorité deviendra une minorité. D'où le terme majority minority. Donc c'est aussi un ouvrage écrit par Justin Guest que je vous recommande, qui est très bien fait. Donc c'est un sociologue qui s'interroge en fait sur ces pays qui changent de majorité, qui font une transition démographique et changent de majorité. Donc ce sera le cas des États-Unis, d'après ces prévisions, vous pouvez voir là, dans le camembert là-haut, donc qui prévoit qu'en 2045, moins de 50% de la population américaine sera blanche. Donc c'est aussi sur ces chiffres-là que se fonde Donald Trump pour se faire élire, puisque ces chiffres vont sortir en 2015 et qu'il sera élu en 2016. Donc tous ces facteurs mis ensemble vont donner lieu à la volonté de groupes minoritaires de se faire de plus en plus entendre et de réclamer justice. Donc cette idée de cancel culture, au final, n'est ni plus ni moins que demander demander d'être mieux considéré par l'État et demander la justice. Donc ils le font à travers le déboulonnage de statuts, j'en ai déjà parlé, mais également la censure populaire ou politique, notamment dans les universités, dans les écoles, je vais en parler un petit peu plus loin, les boycotts de certaines œuvres qu'ils jugent offensantes ou des mises à pied, ça c'est pour les sanctions les plus sévères, notamment de professeurs qui ne vont pas respecter ce que ces minorités-là pensent être le politiquement correct. Donc on va regarder quelques exemples de ces manifestations de cancel culture aux États-Unis, et puis ensuite on regardera ce qui s'est passé en France. Donc je parlais des déboulonnages de statuts. Donc les déboulonnages de statuts ont lieu depuis 2015. Là vous avez deux exemples, donc une statue du général Lee, pardon, j'ai tendance à prononcer en anglais, c'est un défaut professionnel. Donc le général Lee, suivi par un de ses soldats qui donc a été retiré d'une place de Richmond en Virginie. Juste à côté, un soldat sudiste dont la statue a été couverte de peinture rouge. They were racist, ils étaient racistes. Donc on peut se poser la question de pourquoi ces statues sont toujours, en 2015, étaient toujours dans les États du Sud, après le mouvement des droits civiques, après la fin de la ségrégation. On peut se poser quand même la question sur l'aboutissement du mouvement des droits civiques. Est-ce que finalement, on n'aurait pas arrêté de se battre un petit peu trop tôt ? Donc, il y a une raison pour laquelle ça commence en 2015, pour cette série de déboulonnages, c'est ce qui s'est produit, donc l'assassinat abominable de 9 personnes dans une église de Charleston, en Caroline du Sud, en 2015. Donc c'est un suprémaciste blanc qui est entré dans une église noire et qui a assassiné 9 personnes en train de prier. Évidemment, cet événement a été extrêmement choquant. On a vu Barack Obama pleurer, on a vu beaucoup de gens être extrêmement émus, et suite à ça, on s'est de plus en plus posé la question de la validité de ces monuments dans les États du Sud. Pourquoi ils sont toujours là ? Donc ce mouvement s'est répandu et plus de 120 statues ont été retirées des places publiques. Donc le problème qui s'est posé au tout début était de vandaliser ces statues ou de les détruire. Donc étant donné qu'elles font partie d'un patrimoine historique, l'idée était plutôt de les faire retirer par les autorités et de les placer dans des musées pour qu'on puisse ensuite
procéder à les utiliser de façon éducative pour expliquer leur existence au public. Donc, ces statuts sont, à mon sens, les stigmates d'un mouvement des droits civiques non achevé et auraient dû être pris en charge bien avant 2015, étant donné que le mouvement des droits civiques s'est terminé en 1965. Néanmoins, ces déboulonnages posent la question des limites. Où s'arrête-t-on? Qu'est-ce qu'on déboulonne? On déboulonne les statuts des sudistes parce qu'ils représentent le racisme institutionnel. Ces statuts ont été érigés, après tout, pour mettre à l'honneur des soldats confédérés, des soldats sudistes. Donc, on est en droit de dire qu'ils ont été érigés à la gloire du racisme. Par contre, que faire des statuts de Jefferson? Jefferson, un des pères de la nation américaine, qui a écrit la Déclaration d'indépendance, mais qui lui aussi possédait des esclaves. Que dire de Lincoln, qui est le père de l'abolitionnisme, qui a aboli l'esclavage grâce à un décret, mais qui n'a rien fait pour les Amérindiens, et même rien fait pour empêcher le massacre des tribus amérindiennes. Donc, que faire de ces héros nationaux qui ont des tâches, entre guillemets, sur leur CV et qui ne sont pas parfaits, ne sont pas lisses comme on aimerait qu'ils soient. C'est poser la question d'enlever une statue de Gandhi en Californie, parce que Gandhi est accusé d'avoir molesté des enfants, d'avoir abusé d'enfants. Accusé d'eux, je dis accusé d'eux. C'est bien tout le problème. En France, en 2020, on parle de déboulonner une statue de Schœlcher, on parle de Colbert, vous en souvenez sûrement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais l'État français, en particulier le président, va mettre un terme à ce mouvement très rapidement. Aux États-Unis, ce qui pose vraiment problème, c'est l'escalade de la violence. Parce qu'au fur et à mesure que ces statuts sont déboulonnés, là j'ai l'exemple de Charlottesville en Virginie, 2017, où des manifestants vont déboulonner une statue sudiste, mais en face d'eux, ils vont trouver un groupe de suprémacistes blancs manifestant pour le maintien de la statue. Évidemment, on voit complètement la différence entre la société française et la société américaine, puisque ce que vous voyez sur cette photo-là, vous ne le verriez pas en France. On ne peut pas avoir de drapeau nazi dans la rue en France, parce que c'est interdit par la loi. Aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution, qui garantit le droit d'expression, permet ce genre de manifestation. Et évidemment, quand ces deux groupes se rencontrent, ça donne ce qui s'est passé à Charlottesville, c'est-à-dire qu'une manifestante anti-esclavage, une manifestante pour le mouvement des droits civiques, a été tuée, renversée par un suprémaciste blanc, et Donald Trump n'a pas daigné condamner ce crime. Donald Trump a dit « il y a des gens bien des deux côtés ». C'est à ce moment-là que la polarisation s'est intensifiée dans le pays. Alors, que se passe-t-il donc en France? En France, Emmanuel Macron dit « la République n'effacera aucune trace, elle ne déboulonnera pas de statut ». Suite donc à la dégradation d'une statue de Colbert. Et même, récemment, j'ai lu dans la presse que le militant avait été condamné à payer 500 € d'amende. Que se passe-t-il pendant ce temps-là aux États-Unis? En 2021, on retirait la statue de Thomas Jefferson de la mairie de New York. Donc, le mouvement se poursuit aux États-Unis. En France, il a stoppé net. Il y a une bonne raison pour ça. La raison, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas mis en place de loi fédérale pour régir ce problème. Aux États-Unis, tout ce qui n'est pas régi par une loi fédérale, c'est l'apanage des États. Donc chaque État est en droit de dire ce qu'il veut faire de ses statuts. Il n'y a pas vraiment de cohésion nationale en fait sur ces questions-là. Les politiciens, le président peut donner son avis, mais tant qu'il ne fait pas signer un décret, tant qu'il ne signe pas de décret ou tant qu'il ne fait pas signer de loi, rien ne sera fait. Et donc il appartient aux États de décider. En France, au contraire, c'est le président de la République qui va prendre ce genre de décision. Ça,
c'est donc un premier exemple sur les statuts. Un deuxième exemple, c'est les ouvrages qui sont censurés dans les écoles, qui font l'objet donc de retrait, d'annulation. Donc la cancel culture va aussi avoir donc des répercussions sur le choix des livres étudiés dans les salles de cours. Donc là, dans les écoles américaines, on a ce qu'on appelle des school boards, c'est des groupes de parents qui sont élus dans les écoles et qui vont, eux, avoir un droit de regard sur ce qui est sélectionné et étudié dans les salles de classe. On a vu récemment dans le Tennessee que Maus d'Art Spiegelman a été annulé d'une école donc, parce qu'il y avait des grossièretés dans le livre et qu'il y avait visiblement un nu féminin. Alors c'est des souris, donc je ne sais pas comment ils ont trouvé le nu féminin dans Maus, mais ils l'ont trouvé. Dans le Massachusetts, c'est l'Odyssée d'Homère qui va être retirée du cursus éducatif parce qu'il est insultant envers les femmes. On parle de l'Antiquité. Donc évidemment, quand la cancel culture va aussi loin que ça, on est en droit de se poser des questions. Néanmoins, quand on regarde le genre de livres qui sont le plus censurés par ces school boards, on se rend compte que c'est souvent quand même des livres sur le genre, sur l'homosexualité, sur le genre et l'homosexualité principalement. Vous voyez Gender Queer, All Boys and Blue, Out of Darkness, The Bluest Eye de Toni Morrison, c'est différent, c'est un livre sur le racisme, sur une jeune fille blanche qui voudrait avoir des yeux bleus pour ressembler à une blanche, mais d'après ces comités parentaux, le livre est trop violent pour être étudié en cours. Donc on va procéder à des annulations d'ouvrages dans les salles de classe. Ces annulations, et la cancel culture en règle générale, donnent aussi lieu à des débats intellectuels et des débats qui vont pousser également des Afro-Américains à s'ériger contre le mouvement woke, contre le wokisme, dont un linguiste assez connu de l'Université de Columbia qui s'appelle James McWhorter et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Woke Racism, How a New Religion Has Betrayed Black America, c'est-à-dire que pour lui, le wokisme est tout simplement comparable à une discrimination inversée. Donc lui pense que ça va trop loin. Il pense qu'on stigmatise trop et qu'on va beaucoup trop loin dans ce mouvement-là. Barack Obama va être d'accord avec ce linguiste. En 2019, il va se prononcer sur cette idée de cancel culture en disant « La culture de la dénonciation, ce n'est pas de l'activisme. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer pour faire de l'activisme. » Donc dénoncer peut-être un point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Et surtout, stigmatiser un groupe de personnes ne mène pas au dialogue et ne mène pas à la compréhension et à la progression de la société telle qu'il la perçoit. Les programmes universitaires sont aussi la cible de censure qui vont en particulier viser des ouvrages qui emploient le mot nigger, le N-word en anglais, on ne le prononce pas, c'est un mot qu'on ne prononce pas. En revanche, ça pose problème puisque avant les années 60, ce mot était employé dans à peu près tous les ouvrages qui parlaient d'Afro-Américains. Donc un ouvrage comme Ne tuez pas l'oiseau moqueur de Harper Lee emploie le mot nigger de façon répétée et pourtant c'est un ouvrage qui milite pour les droits civiques. Donc se pose le problème de sélectionner ces ouvrages et se pose le problème de pouvoir, pour des professeurs de littérature par exemple, de pouvoir étudier des œuvres qui ont été écrites avant les années 70, donc avant que le mot nigger ne soit retiré. Les dénonciations et les mises à pied sont une autre manifestation de cancel culture dans les universités. Donc il y a un collectif d'universitaires qui s'est monté donc en ligne, qui s'appelle The National Association of Scholars, et qui a recensé entre 2020 et 2023 267 mises à pied donc d'universitaires ayant enfreint les règles
ayant utilisé le N-word ou employé des termes offensants, etc. Donc c'est quand même un phénomène qui n'est pas vraiment comparable à ce qui se passe dans les universités françaises, on va le voir après. Je connais très peu de cas d'universitaires, enfin je connais même aucun cas d'universitaires ayant été renvoyés pour ce genre de choses, pour avoir étudié un texte où figure le mot nigger. Bon, on n'a quand même pas les mêmes répercussions de la cancel culture en France qu'aux États-Unis. Donc en France, il y a une affaire en particulier qui a fait grand bruit, c'est l'affaire de l'IEP de Grenoble. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, probablement. Donc cette affaire de l'IEP de Grenoble qui implique un professeur d'allemand, son nom est Klaus Kinzler. Donc en 2020, il organise une journée d'études avec une collègue donc à l'IEP, donc l'Institut de sciences politiques de Grenoble, intitulée « Le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme ». Donc sa collègue propose ce titre-là. Lui veut retirer islamophobie de l'intitulé parce qu'il juge que cela va attiser des haines, que c'est un sujet trop sensible, que lui en plus n'est pas trop favorable à étudier ce genre de concept. Donc il veut retirer le mot islamophobie. Il écrit dans l'opinion qu'il déplorait avoir vu arriver beaucoup de jeunes chercheurs adeptes des théories woke, décolonialistes, communautaristes, anticapitalistes. Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Les étudiants sont endoctrinés. Donc c'est ce qu'il déclare dans la presse, il va faire le tour des médias et il va finir par être mis à pied par sa hiérarchie, mais il ne sera pas mis à pied parce qu'il a refusé de mettre le mot islamophobie dans l'intitulé de sa journée d'études. Il va être mis à pied parce qu'il diffame l'IEP dans les médias. Donc c'est quand même une chose différente. Donc lui se dit victime de cancel culture, mais évidemment il n'est pas victime de cancel culture parce que il a refusé d'employer, donc d'étudier l'islamophobie, mais parce qu'il a diffamé son institution dans les médias. Laurent Wauquiez, qui est donc le chef de la région, enfin à la tête, la tête de la région, va lui s'emparer du problème en disant « Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable ». Donc il se prononce sur l'affaire, et plus que se prononcer, il coupe les subventions régionales de l'IEP. Donc c'est à ce moment-là que l'affaire devient très dérangeante, parce que couper les subventions de l'IEP ne va pas résoudre le problème, soi-disant, si problème il y a, de l'idéologie à l'intérieur de l'IEP, c'est pas une solution. Ça va impacter les étudiants plus que les professeurs. Et surtout, ça ne donne aucune solution au problème, aucun dialogue n'est mis en place. Et évidemment, on peut se poser la question de savoir quelle est la cancel culture dans ce cas-là. Au final, qui annule quoi? Donc pour reprendre la question de Laure Murat, qui annule quoi dans ce cas-là? C'est plutôt Laurent Wauquiez qui annule les possibilités de ses étudiants d'avoir accès à des subventions. Donc on voit là un très très bon exemple d'instrumentalisation politique de ces questions de cancel culture. Est-ce que finalement, s'il s'agit vraiment de parler du contenu des cours de Sciences Po, est-ce que ce ne serait pas un comité de chercheurs, de spécialistes, de se réunir pour statuer sur la question? Est-ce que finalement c'est le rôle de Laurent Wauquiez de décider qui mérite d'avoir des subventions ou pas? Je pose la question. Finalement, cette affaire très médiatisée va donner lieu à une sorte de cabale anti-French Theory. Donc French Theory, un terme parapluie qui
qui va mettre dans la même catégorie tout un tas de chercheurs français des années 70, donc principalement des philosophes, Derrida, le déconstructionnisme, Baudrillard, Kristeva. François Cusset a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis. Donc pourquoi cet ouvrage est intéressant? Parce qu'il montre bien que ces philosophes ont eu un succès retentissant aux États-Unis, succès qu'ils n'ont pas eu en France. Au final, on s'est beaucoup servi de cette French Theory aux États-Unis pour déconstruire tout un tas de schémas, en particulier liés au racisme, et à la ségrégation, ce que j'expliquais au début de la présentation. Et a eu lieu dans les universités américaines la création de départements de studies, on appelle donc les gender studies, cultural studies, donc les études de genre, les études culturelles, African American studies, les études afro-américaines, tout un tas de départements qui vont s'intéresser précisément à ces questions-là. En France, c'est pas du tout le cas. En France, au final, les études de genre se sont très peu développées. On a eu un développement du féminisme, mais qui n'a pas donné lieu à la création de départements. On a des études féministes, mais qui sont finalement assez discrètes par rapport à ce qu'elles sont dans les pays anglophones. Et finalement, toutes ces questions-là ont été beaucoup plus développées aux États-Unis qu'en France. Donc le déconstructionnisme, le structuralisme, le post-modernisme, toutes les studies sont regroupés dans ce terme parapluie qui est la French Theory. Mais comme l'explique bien François Cusset, ce terme de French Theory ne fait pas état du fait que tous ces philosophes n'avaient pas les mêmes opinions, évidemment, et que tous ces théoriciens n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et donc là, on laisse entendre en fait que c'est un groupe homogène de personnes qui travaillaient ensemble, ce qui n'est absolument pas le cas. Au début de son ouvrage, François Cusset parle du cas d'Alain Sokal. Alain Sokal, qui est un mathématicien américain, et qui, en 1996, a fait une expérience amusante. Il a écrit un faux article. Donc il a écrit un faux article truffé de vocabulaire déconstructionniste, de vocabulaire lié au postmodernisme, etc., en employant ces termes de façon erronée. Donc il a mis des mots un petit peu partout, des mots savants un peu partout. Son but était de prouver que toutes ces théories ne veulent rien dire, que la plupart du temps elles sont mal employées, que la plupart du temps, les Américains emploient ces termes-là pour briller en société, mais que finalement, ils ne comprennent rien à ce qu'ils écrivent ou à ce qu'ils disent. Donc, il a envoyé son article. L'article a été accepté par le comité de lecture. Et donc, il avait sa victoire. Vous voyez, la French Theory ne veut rien dire. Bon, évidemment, on comprend tous qu'il n'a rien prouvé du tout, il a juste prouvé que certains chercheurs utilisaient mal les termes, mais bon, ce qui ne veut pas dire que ça n'invalide aucunement ces théories-là. Il a continué, donc ça c'était en 96. Vous voyez que déjà cette idée de stigmatiser la French Theory avait déjà cours avant les années 2000. Donc, François Cusset parle de l'effet Sokal. Quand Sokal et Bricmont, Jean Bricmont, qui est un physicien belge, donc il s'est associé à Sokal pour écrire un ouvrage intitulé Imposture intellectuelle et pour continuer à condamner cette French Theory et à la révéler pour ce qu'elle est, un ramassis de termes incompréhensibles, etc. Donc en tout cas, c'était son but. Cet effet Sokal, au final, raconte François Cusset, a participé à cette cabale anti-French Theory qui s'est poursuivie en France. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il publie donc cet ouvrage en France, alors que finalement la French Theory a beaucoup plus de succès aux États-Unis. Donc, il aurait été plus logique de le publier aux États-Unis. Donc des années plus tard, 20 ans plus tard, même plus de 20 ans plus tard, Jean-Michel Blanquer dira
en 2021, d'une certaine façon, c'est nous qui avons inoculé le virus avec ce qu'on appelle parfois la French Theory. Maintenant, nous devons, après avoir fourni le virus, fournir le vaccin. Donc Blanquer n'a rien inventé puisque la cabale anti-French Theory avait déjà lieu dans les années 90. Mais voilà, lui, il la compare quand même à un virus auquel il faut fournir un vaccin. Évidemment, sont des termes extrêmement exagérés qui vont être complétés par donc la sortie médiatique de Frédéric Vidal, souvenez-vous, qui emploie le terme islamo-gauchisme. Donc à eux deux, ils ont réussi à créer des tensions, exacerber des tensions qui n'avaient pas réellement lieu d'être et surtout stigmatiser des théories qui n'ont absolument rien à voir avec, avec cette cancel culture, puisque au final, elles restent des théories universitaires que l'on peut appliquer, c'est des concepts que l'on peut appliquer ou qu'on peut choisir de ne pas appliquer, mais en aucun cas ne constituent une secte ou un groupe ou un mouvement politique ou autre. Suite à cela, donc, s'est tenu un colloque à la Sorbonne, organisé par notamment Pierre-Henri Tavoyot, donc le philosophe, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Donc, dans l'intitulé, l'appel à communication de ce colloque, on peut lire « La pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture, représente un défi pour le monde éducatif. Au-delà d'un débat intellectuel légitime qu'il ne convient pas d'éluder, et certainement pas d'interdire, elle introduit dans le domaine éducatif et parfois scolaire une forme d'ordre moral incompatible avec l'esprit d'ouverture, de pluralisme et de laïcité qui en constitue l'essence. » Alors, moi, ce que je retiens de cette formule, c'est l'emploi de woke et cancel culture au beau milieu d'un énoncé scientifiquement valable qui donc va mettre sur le même plan des concepts développés par des philosophes ou des concepts développés par des universitaires et cancel culture et woke. Donc, et je pense que le problème vient principalement de là. Le problème vient du fait qu'on s'est mis à considérer woke et cancel culture comme étant des concepts scientifiques ayant une assise valable, une assise, chose qu'elles ne sont pas. Puisque, au final, ce sont des mouvements populaires et des phénomènes politico-médiatiques qui n'ont rien à voir avec des concepts scientifiques ou des concepts universitaires. Et donc, qui ne devraient pas être traités comme tels, de mon point de vue. On lisait dans Philosophie Magazine que le but de ce colloque était de sortir de la pensée unique incarnée par le wokisme, le néo-féminisme, l'écoféminisme, l'intersectionnalité, la cancel culture et autres néologismes jugés barbares et confus. Une fois de plus, on trouve wokisme et cancel culture à côté d'intersectionnalité, qui est un concept scientifiquement valable, qui n'a rien à voir avec cancel culture ou wokisme. Donc, je ne vais pas développer plus loin, enfin plus avant cette question. Le fait est que ce qui paraît dérangeant dans ce colloque est le fait qu'un ministre de l'Éducation puisse dicter à des universitaires quelles sont les théories valables et les théories non valables. Qu'est-ce qu'un politicien vient faire dans le choix des théories qu'un universitaire choisit d'utiliser dans ses recherches. Donc cette ingérence du politique dans l'universitaire, dans le milieu académique, est pour le moins dérangeante. C'est en tout cas le minimum qu'on puisse dire sur l'organisation de ce colloque. Donc pour conclure, donc où en est-on de la cancel culture d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Donc je le disais, là c'est un phénomène politico-médiatique qu'il faut cesser de considéré comme un phénomène scientifique ou scientifiquement valable ou universitaire.
Il est néanmoins très intéressant à étudier et je pense qu'il ne faut pas négliger ces phénomènes-là. Donc, moi, il m'est arrivé dernièrement de proposer un article utilisant les termes cancel culture et les termes wokisme, mais ma proposition a été rejetée sous le prétexte que je ne devais pas utiliser ces termes qui n'ont aucune assise scientifique. Alors, je suis d'accord pour dire que ce ne sont pas des théories scientifiques, mais si les termes existent, c'est que le phénomène existe et donc qu'il doit être étudié, à mon sens. Il est notamment le reflet d'un fossé qui se creuse de plus en plus entre la gauche et la droite, entre les idées libérales et les idées plus conservatrices. Et donc il est le stigmate d'un déficit de dialogue entre la droite et la gauche qui est probablement en train de détruire déjà la société américaine, c'est sûr, et la société française après elle, à mon sens. Il est aussi le stigmate, donc cette cancel culture est aussi le stigmate de blessures mal cicatrisées, notamment sur la colonisation en France, notamment sur l'esclavage aux États-Unis, et qui est aussi le fruit de ce manque de dialogue. Finalement, on peut se poser la question de la pédagogie autour de ces concepts. Est-ce que finalement on n'a pas privé les intellectuels de leur rôle éducatif, de leur rôle d'informer, de créer le dialogue, d'essayer d'apaiser les débats. Et la raison pour laquelle l'intellectuel n'a plus la possibilité d'apaiser les débats, c'est parce que le politique s'est mêlé de cette affaire. Donc il y a une forte ingérence du politique dans le domaine académique qui, je pense, est préjudiciable, notamment pour ces questions très sensibles qui devraient normalement être débattues de façon apaisée et non pas utilisées à des fins électorales ou autres. Donc, évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de dialogue entre les politiciens n'aide pas du tout, puisque finalement, on se rend compte qu'à chaque débat, de plus en plus, les gens se crient dessus, les représentants des différents partis ne veulent pas entendre l'autre, ne veulent pas dialoguer avec l'autre, et au final, la cancel culture est le stigmate de ce manque de communication. Puisqu'on ne peut pas communiquer, puisqu'on ne peut pas raisonner, puisqu'on ne peut plus débattre, on annule. Donc les États-Unis n'ont pas vraiment de cohésion nationale sur la question, ça j'en ai parlé déjà, le fait que les États-Unis soient justement un État partagé entre l'État fédéral et les 50 États rend la question encore plus compliquée, puisque chaque État tranche la question à sa manière. En France, on a un fort positionnement du gouvernement sur les questions de censure, sur les questions sur les manifestations, sur les questions du déboulonnage. Donc en France, on a un État qui statue au final. Mais est-ce qu'on a un État qui crée le dialogue ? Finalement, moi mon sujet d'étude c'est plutôt la culture, donc je suis spécialiste de cinéma et d'audiovisuel en règle générale, et donc dans cancel culture, ce qui est dérangeant, c'est annuler la culture. Donc c'est deux termes antinomiques, annuler et cultiver sont deux termes antinomiques. Donc au final, est-ce que la réponse à la cancel culture ne serait pas la culture ? Non. On voit aux États-Unis un certain nombre d'œuvres, comme la comédie musicale Hamilton, faite par un portoricain, Lin-Manuel Miranda, en 2015, qui va intégrer des minorités dans l'histoire américaine. Donc, il va faire de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, sera incarné par un acteur noir. Il va réintégrer des minorités là où on ne les attend pas vraiment, ce qui va redonner un sentiment d'appartenance nationale à ces minorités. L'exemple de The Chair, qui est une série Netflix donc sur une américaine d'origine coréenne qui devient directrice du département de littérature et qui va être confrontée à ces questions de cancel culture et qui finalement la série explique par l'humour
comment ces manifestations de cancel culture peuvent être expliquées, peuvent faire l'objet d'un débat et peuvent être dédramatisées. En France, alors j'avais envie de le citer parce que je trouve que ce qu'il fait c'est très bien, c'est Jean-Christophe Zadi. Donc il y a une série qui vient juste de sortir, qui est en ligne sur Netflix, qui s'appelle En place, dans laquelle cet acteur noir va devenir candidat à l'élection présidentielle française. Vous avez un Benoît Poelvoorde qui incarne le candidat socialiste. Et donc il y a vraiment toute une représentation des partis politiques français qui est très très bien faite et qui montre bien par l'humour que la question, c'est pas vraiment qui allume quoi, la question c'est qui fait quoi pour que ça s'arrange. Et lui, dans la série, c'est une personne c'est un leader associatif, en fait, il fait partie d'une association d'insertion des jeunes noirs dans une banlieue parisienne, et il montre que les politiciens, de n'importe quel bord, ne font rien pour arranger la solution, et que finalement ça vient des gens comme vous et moi, il revient aux gens comme vous et moi d'arranger les choses. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après, vous la parole.